Partons aujourd'hui sur les routes du fabuleux Eldorado. Existe-t-il le pays fabuleux d'Eldorado? L'homme doré? Le pays où se dresse la cité d'or au bord du lac sacré? Les conquistadors n'en doutent pas. Des Indiens l'ont vu, mais où le chercher? En Colombie? Au Venezuela? En Guyane? Qu'importe! Ni le temps ni l'espace ne comptent pour ces illuminés, fous de l'Eldorado. Certains disent l'avoir trouvé, d'autres le cherchent encore. Et s'il n'était qu'un merveilleux mirage, celui, là encore, d'un Éden perdu. Mythe, un roi, un lac, avant tout un mythe, celui de l'or. Le mythe engendre la découverte qui, à son tour, l'authentifie ou l'invente. Il en est ainsi depuis les premiers âges de l'humanité. De siècle en siècle, les hommes se sont repassés, en les chargeant de leurs propres chimères, les fables merveilleuses qui ont enchanté le monde. Mais c'est à partir de la Renaissance, dans le dernier quart du XVe siècle, que les érudits tentent d'ordonner ces rêves confus. L'Europe, alors, entre dans une ère de connaissance et de curiosité. On sait maintenant que la Terre est ronde, on brûle d'en faire le tour, les géographes déchiffrent les portulans. En même temps, les alchimistes, penchés sur les cornues, cherchent la pierre philosophale qui transmutera les métaux en or. Car une triple notion s'articule autour des mythes. La découverte des terres inconnues, l'appât de la fortune et l'appétit de puissance. Il s'y joindra plus tard la pieuse ivresse de la conquête spirituelle. Les cervelles sont farcies de légendes, toutes marquées du signe de l'or. C'est Hercule qui va dérober les pommes d'or du jardin de l'Hespéride. C'est Jason qui, avec ses 50 argonautes, s'empare de la toison d'or. L'or, toujours. Il flamboyait à Ophir, sur les trésors évanouis de Salomon et de la reine de Saba. On le ramassait à poignées dans le fleuve qui traversait le royaume du prêtre Jean. Où se trouve cet or, indispensable à l'Europe pour sa politique et pour ses guerres? Où ramasser la clé d'or qui ouvrira le monde à l'Occident et lui en assurera la possession? La source de l'or est en Asie, car il n'y a pas que des légendes, mais aussi des récits de voyage. Les contemporains des rois catholiques en Espagne, de Charles VIII de France et de Jean II de Portugal, ont lu le livre des merveilles de Marco Polo, qui retrace son itinéraire 2 siècles plus tôt, de Constantinople à Pékin. Le Vénitien a rencontré le grand Khan, dans son palais garni d'or, aussi grand qu'une ville. Au bord de fleuves, vastes comme la mer, le Yangtze-kiang et le Gange, des toits d'or resplendissent. On parle de Tsipango, le Japon, et du Cathay, la Chine. Un navigateur inspiré, Christophe Colomb, a trouvé la route maritime des Indes. En suivant vers l'ouest le 28e parallèle, on doit arriver tout droit à Cipango. Le 3 août 1492, sa petite flotte, commanditée par les souverains espagnols, lève l'ancre d'un port andalou et le 12 octobre rencontre la terre. Ce n'est pas Cipango, mais les Antilles. Colomb, sans le savoir, a découvert l'Amérique. Mais jusqu'à sa mort, il se croira aux Indes et cherchera la route du royaume d'Asie. Cependant, l'élan est donné. Le nouveau monde désigné par Amerigo Vespucci s'ouvre aux Espagnols. C'est l'ère des conquistadors. Ils s'installent aux Antilles, reconnaissent la côte septentrionale de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale. Hernán Cortés, en 1521, conquiert le Mexique et subjugue l'empire des Aztèques. Il y a de l'or. Une fois la victoire acquise, les Espagnols raflent les bijoux et les objets précieux. Ils envahissent les temples et sondent le lac de Texcoco. Grain par grain, le métal est récupéré. Cortés fait fondre le tout, prélève le quin du roi d'Espagne et distribue le reste à ses soldats. Un mystère plane sur le trésor personnel de l'empereur Moctezuma. Retrouvé non sans peine, il est expédié en Espagne en décembre 1522. Mais un corsaire français s'en empare. On en retrouvera les bribes au printemps 1975. La pénétration espagnole se poursuit et s'étend. Balboa traverse l'isthme de Panama et découvre l'océan Pacifique.
À nouveau, le mythe de l'or surchauffe le zèle des conquistadors. Vers le sud, en suivant la côte pacifique, il y a la Tierra de Perú, qui regorge d'or. Francisco Pizarro décide d'y aller voir. C'est en 1530, encouragé par Charles Quint. Il part de Panama, à la tête de 3 caravelles, débarque à Tumbes, gravit la cordillère des Andes, parvient à Caramarca, fait prisonnier le dernier Inca Atahualpa et lui impose une rançon. Remplir d'or sa prison, 70 mètres cubes. L'engagement est tenu. Le monceau d'or est évalué par les conseillers de Pizarro à 52 000 marcs d'argent et 1 320 500 pesos d'or. Une fortune colossale qu'aucun banquier d'Europe ne possède dans ses coffres. En remerciement, Pizarro fait étrangler l'Inca. En 40 ans, l'Espagne a conquis les 2 tiers de l'Amérique et fondé le Nouveau Monde. Elle a creusé la route de l'or. L'or n'est pas en Asie, il est en Amérique. Les conquistadors en ont trouvé au Mexique et au Pérou, mais pas assez. Ils rêvent d'un pays où l'or serait aussi courant que la pierre. Il existe, c'est le royaume d'El Dorado, l'homme doré. Le poète Castellanos, qui fut soldat aux Indes espagnoles, en fait la description. C'est ce roi qui allait sans vêtements, dans une barque, sur une piscine, tout entier oint d'essence de térébenthine, sur quoi l'on jetait quantité d'or en poudre, de façon à l'en couvrir de la tête aux pieds, et qui le faisait resplendir comme un soleil. Le soir, il se baignait dans les eaux du lac, où se dissolvait tout l'or dont on l'avait revêtu. Ce roi qu'on habille d'or, chaque année, est-il le même que Bochica, prêtre et prophète qui, avant de célébrer son culte, se graisse les mains et les saupoudre d'or? Lui ou son descendant? Car l'un et l'autre sont signalés quelque part dans le nouveau royaume de Grenade, en future Colombie. Déjà, en 1536, Sébastien de Belalcázar, parti de Quito, s'est avancé très loin dans la direction de l'Eldorado. L'année suivante, Gonzalo Pizarro fera de même. Le frère du grand Pizarro, à la tête de 350 Espagnols et de 4000 Indiens, part aussi de Quito. Ce n'est pas seulement l'or qu'il recherche, mais la cannelle, abondante, paraît-il, au royaume du prince flamboyant. L'expédition gravit la cordillère et suit la vallée de la Coca. À Tsumaco, Gonzalo est rejoint par Orellana. Un fleuve se présente, le Napo. Orellana décide de construire un brigantin et d'explorer le fleuve. L'expédition se scinde en deux. Gonzalo installe un camp à Tsumaco, d'où il effectue quelques sorties à la recherche de la cannelle. Vers l'est, une pluie chaude ne cesse de tomber sur le camp, où les hommes sont décimés par la faim et les fièvres. Gonzalo revient à Quito. Il a laissé sur le terrain les 3/4 de ses effectifs, morts de famine et de maladie, mais rapporte un peu de cannelle. Pendant ce temps, Orellana descend le Napo jusqu'à l'Amazone, qu'il parcourt jusqu'à l'Atlantique. Une fois dans les eaux de l'océan, il poursuit son périple fantastique, cingle droit sur Haïti, d'où il ira en Espagne raconter son épopée à Charles Quint. Épopée qui est le résultat d'une erreur, car si Orellana a bien traversé l'Amérique du Sud de part en part, c'est sans le savoir, il pensait que le Rio Grande remontait vers le nord, au pays présumé de l'Eldorado. Il n'a pas pu retourner au campement où l'attendait Gonzalo, parce que ses compagnons le menaçaient de se révolter s'il revenait en arrière. Il n'a rencontré ni la province de la Cannelle, ni le lac de l'Homme doré, mais des femmes aux longs cheveux, tirant à l'arc mieux que les hommes. Une fois de plus, le mythe et le hasard ont inventé la réalité. Orellana a découvert et baptisé le fleuve des Amazones. Parfois, le mythe de l'or est bien utile au pouvoir colonial. Ainsi, pour Hurtado de Mendoza, vice-roi du Pérou, que ses capitaines harcèlent de demandes insensées, ils veulent des titres et des richesses, qu'ils aillent les chercher. 20 ans après la tentative manquée de Gonzalo Pizarro, une expédition part de Lima, commandée par Pedro de Ursua, vers le royaume imaginaire. L'itinéraire est en partie le même, l'embouchure du Napo, l'Amazone et l'interminable navigation sur ce fleuve sans fin. La haine s'installe parmi les conquistadors. Aguirre, le second d'Ursua, assassine son chef et prend le commandement de l'expédition.
D'autres crimes rougiront de sang les eaux de l'Amazone, qui à chaque détour arrachera un cri d'espoir à ces fantômes casqués. On cherchera aussi l'Eldorado à partir des côtes colombiennes et vénézuéliennes. En 1536, Jiménez de Quesada, suivi de 500 soldats, quitte Santa Marta, sur la côte nord-ouest de la Colombie. Auditeur de Sa Majesté, c'était un homme austère et pieux. Le gouverneur de la province l'a chargé d'explorer le sud, en suivant le fleuve Magdalena. Quesada n'est pas un conquistador comme les autres. L'or de l'Eldorado l'intéresse moins que la conquête politique et surtout spirituelle. Des sujets pour l'Espagne et des âmes pour l'Église. Quelques centaines d'Indiens porteurs de bagages suivent la troupe. La forêt est dense et drue comme un rempart végétal. Les hommes se taillent des brèches à coups de machette, puis les agrandissent, épiés par les serpents et les caïmans. Ils s'enfoncent jusqu'au ventre dans ce marécage gluant. Mais le pire des supplices est la faim. Ils la trompent en mastiquant les peaux de reptiles et le cuir des ceinturons. Quesada n'a qu'un mot à la bouche. Avancez! La troupe à bout d'efforts parvient au confluent du Magdalena et du Rio Suarez aux environs de Bucaramanga. Soudain le paysage change. La vallée devient fertile. Le maïs pousse. La vie paraît facile. Dans les villages, des potiers tournent des vaisselles exquises et des tisserands fabriquent des cotonnades aux couleurs vives. Mais les regards des conquistadors restent fixés sur les orfèvres, qui martèlent des vases d'or et d'argent. Est-ce ici l'Eldorado? Quesada et ses compagnons sont au pays des Chibchas. Arrivés depuis des siècles en Colombie, ils peuplent les hautes plaines du sud et les montagnes du nord, mais sont surtout concentrés sur le plateau de Bogota, alors nom d'un roi. Après d'interminables querelles entre chefs de tribus, l'unité du peuple Chibcha était réalisée sous la forme d'une hiérarchie primitive. Un roi, le Zac, appelé Tunkra, commande dans le nord. Un autre monarque, le Tsipa, est maître du sud. À l'arrivée des Espagnols, Bogota s'enfuit avec ses trésors, mais conseille à Quesada de se diriger vers le nord, où se trouvent en abondance des petites pierres vertes. Ce sont des émeraudes. Ce lieu, c'est Muzzo. Quesada en ramassera 1185. C'est à Muzzo que plus tard les Espagnols, grâce à leur énorme main-d'œuvre indienne, feront littéralement éclater les montagnes de schiste, dont les déblais désagrégés, dans les réservoirs et fortement grattés, donneront la merveilleuse émeraude verte de la Nouvelle-Grenade. Quesada s'empare sans combat du roi de Tumra. Comme pour Bogota, le nom est à la fois celui d'un lieu, celui d'un chef et celui d'une tribu. À Sogamoso s'élève, comme à Cusco, un temple dédié au soleil et recouvert de lames d'or. Mais d'où vient cet or? Les Chibchas présentent aux Espagnols des barres miroitantes. C'est du sel qu'ils possèdent en quantité et exportent contre des pépites d'or. Soumis à la torture, les Indiens refusent d'indiquer la provenance du métal précieux, mais ils ne cachent pas aux envahisseurs qu'à quelques jours de marche de là se trouve le lac Guatavita, où rituellement, une fois l'an, le roi, accompagné par les prêtres, les dignitaires, ornés de bijoux d'or, et le peuple, se plonge du haut d'une barque et le corps oint de poudre d'or. Lorsqu'il émerge de l'onde, lavé de son enduit scintillant, le cortège de sacerdotes et de notables lance ses bijoux dans le lac sacré. C'est l'offrande au soleil. Guidé par un Indien, une troupe d'Espagnols arrive jusqu'au lac Guatavita. Il n'y a rien qu'une grande nappe d'eau et quelques huttes. Les trésors, si trésors il y a, sont au fond. Quesada n'est pas un chercheur d'or, mais un découvreur d'empire. Avant de repartir pour de nouvelles conquêtes, il fonde solennellement Santa Fe de Bogota à 2600 mètres d'altitude, dans un site qui rappelle aux Espagnols la Vega de Grenade. Mais une surprise l'attend. Il n'est pas seul, ni le premier sur le plateau andin. Deux camps d'Européens y sont installés. Le premier, c'est celui de Belalcázar, conquérant de l'Équateur. Il est parti de Quito en 1536, a remonté la vallée du Cauca par Pasto, Popayan et Ibag. Le second est celui d'un officier allemand, Nicolas Federmann, en mission d'exploration pour le compte des banquiers Welser, et avec la licence de Charles Quint.
Il est venu à la tête de 120 soldats en partant de Coro sur le golfe de Venezuela. 3 mineurs l'accompagnent, munis de piques. Ce sont les premiers prospecteurs, mandatés et outillés. Pendant 3 ans et demi, ils ont erré dans la cordillère, le long du fleuve Apure et dans les llanos, sans rien trouver. Les 3 capitaines se saluent de l'épée en bons caballeros. Ils établissent leur camp à distance respectueuse, puis ils adoptent un gentleman's agreement. Federman, contre le versement de 4000 pesos d'or, s'associe avec Quesada, tandis que Belalcázar, renonçant à affronter des forces supérieures aux siennes, prend le parti de retourner en Espagne. Avant de repartir, Belalcázar avait dû faire part à ses compagnons de ce que les Chibchas lui avaient appris du lac Guatavita. Un roi vêtu d'or y voguait en balsa et jetait dans le lac des joyaux et des émeraudes. D'autres Indiens décriront la scène d'investiture du futur roi doré. 4 braseros allumés, dispersant des vapeurs d'encens sur la barque au moment où elle quitte le rivage, chargée d'un tas d'or et d'émeraudes. Le peuple assemblé poussant des cris et jouait de la conque marine. De quoi faire tourner la tête des conquistadors. Malheureusement, personne n'est d'accord sur le lieu exact du lac enchanté. Est-ce celui de Guatavita ou celui de Seicha? Quant à la cérémonie, elle n'a plus lieu, paraît-il, depuis 50 ans. Quesada revient à son point de départ. Hanté par ce lac dont pense-t-il les profondeurs recèlent des trésors, Quesada repartira au nouveau royaume de Grenade 20 ans plus tard, en 1550. Ses anciens compagnons, presque tous, sont morts. Ses 2 frères ont échoué et sont morts eux aussi. Mais lui ne veut pas s'avouer vaincu. Il n'est plus jeune, 50 ans, mais il a encore l'enthousiasme d'un adolescent. Il repartira à la recherche de l'Eldorado. Il sollicite de l'audience les autorisations requises et en 1559 part de Bogota pour son ultime aventure. Pendant 3 années, la troupe parcourra des étendues sans fin, subira les rigueurs du climat, les assauts des bêtes féroces, la famine et de mortelles épidémies. Quesada se résoudra à revenir au point de départ. Le bilan est tragique. 64 Espagnols sont revenus sur 1300, 4 porteurs indiens sur 1500 et 18 chevaux sur 1100. La perte financière est de 200 000 pesos d'or. Ainsi, dans la région de Cundinamarca, le pays du Condor, de Quito à Santa Marta, ou bien sur les fleuves Meta et Apure, le long de l'Amazone et du Napo, les itinéraires se sont entrecroisés pendant plus d'un quart de siècle. Les expéditions duraient de 2 à 5 ans. Parfois, un espoir fou dessinait son mirage dans la forêt couleur de bronze ou sur les plateaux des Andes. Guatavita, Sogamoso, Tunja, si l'or n'est pas en Nouvelle-Grenade, peut-être se trouve-t-il au Venezuela? Là sont les rudes capitaines allemands. Speer, Federman et Hutten, basés à Coro, d'où ils lancent des expéditions vers l'intérieur. Leur Eldorado à eux, c'est le Meta. En août 1541, Hutten, sur de vagues indications, essaye de trouver le chemin de la cité fabuleuse. Il atteint une ville assez importante, c'est Makatoa. Là, on lui parle d'une cité proche, très riche, Omaga. Il y parvient, est reçu par une volée de flèches, mais s'en retourne la joie au cœur. Ce qu'il a eu le temps de voir au pays des Omaga, des villes opulentes et des maisons splendides, lui laisse penser qu'il a découvert l'Eldorado. Quant à l'homme doré, il reste invisible. Maintenant, le pôle d'attraction de l'Eldorado va se déplacer de la Colombie à la Guyane. Un nouveau chercheur, Antonio Berrio, va s'intéresser au territoire qui se trouve à l'est des Llanos et à l'ouest de l'embouchure de l'Orénoque. Pourquoi là? Parce que l'homme doré ne peut se rencontrer que dans un lac entouré de montagnes. Il se met en route vers la cordillère orientale. Il parvient à l'Orénoque, fait construire un bateau, traverse le fleuve avec ses hommes et son bétail, puis s'enfonce dans la montagne. C'est l'an 1585. Berrio est persuadé que c'est dans ces régions que les Incas se sont enfouis lors de l'invasion de Francisco Pizarro. En emmenant avec eux une partie de leur trésor, la ville de l'or s'appellerait Manoa.
Le voyage de Berrioz connaîtra les mêmes aventures dramatiques que ceux de ses devanciers. De plus, il devra riposter aux attaques des Indiens. Après avoir traversé la Guyane, il se trouve en face de l'île de Trinidad. Il y débarque, puis passe à l'île Margarita, pensant qu'il pourra établir dans l'une de ces îles une base de départ pour de nouvelles expéditions. Mais il sera fort mal reçu par le gouverneur espagnol, peu disposé à lui faciliter les moyens de reprendre le chemin de Manoa. Il n'est bruit, d'ailleurs, aussi bien dans les îles que dans les cours européennes, que d'un redoutable aventurier anglais, protégé de sa reine Élisabeth Ier, et qui se nomme Walter Raleigh. Cependant, Berrioz a accompli une véritable performance. Parti de Tundra dont il était gouverneur, il rejoindra l'Orénoque par le Meta et le parcourra jusqu'à l'océan. Walter Raleigh, après avoir obtenu une commission de la reine, débarque à son tour au port des Espagnols, qui deviendra Port of Spain, capitale de la Trinidad. Il y rencontre les hommes de Berrioz et recueille les informations qui lui sont nécessaires à la faveur de grandes beuveries. Il saura bientôt tout sur l'expédition de Berrioz, la Guyane, l'Orénoque et le chemin de Manoa. Après s'être annoncé par plusieurs missives successives, Raleigh est reçu par Berrioz, alors malade. Que se passe-t-il? Dès ce moment, on perd sa trace. Raleigh l'a-t-il fait prisonnier? L'a-t-il abandonné à Cumana, sur la côte vénézuélienne? Il semble que le destin de l'aventurier anglais ait été d'anéantir les bases espagnoles à l'île de Trinidad et de reprendre l'affaire à son compte, mais on retrouvera plus tard Berrioz délivré des Anglais. Raleigh, fort des renseignements qu'il a arrachés aux Espagnols, s'enfonce en Guyane et reconnaît les régions aujourd'hui occupées par la Guyane anglaise et le Suriname. De ce moment datent ses lettres délirantes à Élisabeth où il évoque Manoa, la cité impériale et dorée, et ses palais innombrables. Il décrit de vastes lacs intérieurs aussi grands que la mer Caspienne. C'est alors que l'on commence à parler du lac Parim, transposition mythique du lac Guatavita de la Nouvelle-Grenade. Après la mort de la reine Élisabeth, à laquelle succédera Jacques Ier, Walter Raleigh se lancera dans une deuxième expédition, tout aussi folle que la première, mais qui accréditera la légende des mines d'or et du lac sacré, non plus cette fois en Nouvelle-Grenade, mais en Guyane. Manuel Centurion, bien des années plus tard, se laissera convaincre par des Indiens venant de la rivière Caroni de la réalité du lac Parim. Il ira à sa recherche, ne le trouvera pas et reviendra à sa base avec le quart de ses effectifs. Le XVIIe siècle a commencé. Le chemin de l'Eldorado est jonché de cadavres, capitaines, soldats et indiens. À part quelques pépites et des poignées d'émeraudes, personne n'a rencontré l'homme doré, ni découvert le trésor des dieux rouges. Des deux lacs, un seul a été reconnu, le lac Guatavita, au pays des Chibchas. L'autre, Parim, n'est nulle part. Cependant, il figure sur les cartes dès le XVIe siècle. Le cartographe Jocudus Hondius, dans une carte intitulée Nouvelle carte du pays de Guyane riche en or, place au centre, entre 1,45 degré et 2 degrés de latitude nord, un lac immense qu'il appelle le Parima ou Dorado. La même année, en 1599, l'éditeur hollandais Théodore de Brie illustre le récit de Raleigh d'une carte de la Guyane où l'on voit les Amazones et un grand lac intérieur, le Parima, sur la rive duquel se trouve la ville de Manoa. À partir du XVIIe siècle, le lac Parima ou Parim est situé par les géographes sous la ligne de l'équateur. Il est de forme tantôt irrégulière, tantôt rectangulaire. Un cartographe français, le père Val d'Abbeville, place également le lac Parim sur la ligne équinoxiale, à l'ouest, et inscrit l'Eldorado et la ville de Manoa au nord, c'est la Guyane. Au XVIIIe, la carte du père Fritz, corrigée par la Condamine, indique également le fameux lac que le père Colin, à la fin du XVIIIe siècle, nomme la mer Dorée. À partir de cette époque, le lac Parim ne figure sur aucune carte. Cependant, et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les expéditions se poursuivront vers le lac inaccessible.
Après Centurion, c'est Diez de la Fuente, qui arrivé dans la région du Caroni, divise son expédition en 3 colonnes, dont l'une commandée par Rondon croit bien atteindre au but. D'après les Indiens, il se trouve à 20 jours de navigation ou à 2 jours de marche du lac Parime. Une attaque subite d'Indiens oblige les Espagnols à retourner en arrière, si près du but. À son retour, Rondon donne des vagues explications. Alors la question commence à se poser. Et si le lac Parime n'existait pas? Les chimères ont la vie dure, mais elles finissent par mourir. Échec et désenchantement marquent les dernières tentatives des eldoradistes à la fin du XVIIIe siècle. L'Espagne a renoncé à l'Eldorado. Du même coup, elle a abandonné la Guyane. À l'échec de l'Espagne dans cette région a correspondu celui de l'Allemagne au Venezuela. La capitulation de Federmann sur les hauts plateaux de Bogota n'avait pas mis fin aux expéditions germaniques, mais la concession de Charles Quint avait expiré avant que leurs bénéficiaires aient pu reconnaître ce qui leur était virtuellement attribué, c'est-à-dire toutes les terres situées entre le cap de la Vela et Cumana, y compris les îles voisines du littoral et l'intérieur du pays. Pendant quelque temps, les Allemands pourront, non sans peine, se maintenir à Coro, sur le golfe de Venezuela. Mais les Espagnols et les Indiens leur faisaient la vie dure, tandis qu'à la cour d'Espagne, une instance introduite par les Welsers opposait courtoisement les hommes de loi, les conquistadors et les reîtres allemands, qui se battaient sauvagement pour la possession du Venezuela. Après 10 ans de procédure, les Allemands perdront leur cause. La concession impériale ne sera pas renouvelée. Hutten et Federmann, pionniers du Venezuela, seront dépossédés de leurs avances au profit de Losada, fondateur de Santiago de León de Caracas, future capitale de l'Eldorado de demain. Avant de quitter les conquistadors et les aventuriers, 2 remarques s'imposent. La recherche de l'Eldorado est personnifiée au XVIe et au XVIIIe siècle par un homme en particulier. Un Jiménez de Quesada ou un centurion symbolise l'Eldorado et concrétise le mythe. Quant au XVIIe, il manque des vedettes. Une certaine lassitude écarte pour un temps les chercheurs de l'enfer guyanais. D'autre part, d'un siècle à l'autre, les équipes nationales changent. Ce sont d'abord les Espagnols et les Allemands, puis les Espagnols et les Anglais qui disparaissent de la scène pour laisser la place aux Portugais. Déjà autour de l'or supposé, les premiers cartels internationaux prennent position et s'affrontent. Voilà maintenant une nouvelle race de protecteurs. Ce sont les savants, les ingénieurs, les ethnologues et les businessmen. Leurs motivations seront d'ordre technique et économique. Mais la légende ne s'effacera pas. Elle sera souvent plus vraie que le vrai. Les modernes chercheurs du lac Guatavita évoqueront sans peut-être y croire les centaines d'esclaves muiscas peinant à perforer, avec des moyens de fortune, l'énorme cratère conique situé à 3200 mètres d'altitude pour le vidanger de son eau. Le fond apparaît de joyaux brillent dans la vase. Les Espagnols tendent la main vers une pierre scintillante. C'est une émeraude, grosse comme une pomme. Une histoire parmi tant d'autres, mais celle-là partiellement vraie. Car Sepulveda, un riche marchand de Bogota, sera le premier à demander à la cour d'Espagne la licence de curer le lac, contre le versement au trésor du 5e des bénéfices. En 1580, 2 syndicats seront successivement constitués, en 1625 et en 1677 pour le drainage du lac. Les quelques miettes d'or qu'ils recueilleront à grand-peine ne leur permettront même pas de payer leur main-d'œuvre. L'appât du merveilleux les ruinera. Le XIXe siècle va s'ouvrir devant la curiosité des savants. Le Prussien Humboldt fait la connaissance à Paris du Français Bonpland. L'un est géologue et l'autre botaniste. Tous deux décident de se lancer dans une vaste expédition scientifique au Nouveau Monde. Elle durera 5 ans, durant lesquels les 2 amis parcourront 10 000 kilomètres à pied, à dos du mulet et en bateau. Au cours de son séjour au Venezuela, Humboldt se trouvera marcher sur les chemins jadis frayés par les chercheurs de l'Eldorado. Comment, lui aussi, malgré son rationalisme, n'aura-t-il pas été séduit par le mythe de l'Eldorado? Il part de Cumana et s'enfonce dans les Llanos, où ses compatriotes Federmann et Hutten
2 siècles et demi plus tôt, ont cherché la cité dorée. Rejoint par Bonpland, Humboldt décide d'explorer, à bord d'une pirogue à voile, tout le bassin de l'Orénoque. Ils descendent l'Apure, remontent l'Orénoque, dépassent le confluent du Meta, parviennent au Rio Negro, mais empêchés par des Indiens hostiles d'atteindre les sources de l'Orénoque, ils arrivent au village d'Esmeralda, tout près de la source du Caroni, où devraient se trouver le lac Parim et la ville de Manoa. Il n'y a pas de lac Parim, mais une rivière Parima, qui n'est autre que le fleuve Branco en état de crue. La ville de Manoa, censée se trouver au bord du lac, n'existe pas. Humboldt a brisé le mythe de l'Eldorado en Guyane. Il lui reste à percer le mystère de l'autre lac, celui de Guatavita, au Cundinamarca, sur les plateaux de Colombie. Au début 1801, il remonte le Magdalena, arrive à Bogota, traverse les Andes et trempe sa main dans les eaux du lac Guatavita, qui, lui, est une réalité. Voilà Humboldt sur les rives du lac Guatavita. Il en fait le tour, il note une brèche ouverte par les Espagnols, il connaît bien sûr les légendes et les traditions de l'Eldorado. Il se livre à un calcul rapide. 6000 Indiens ont fait chaque année un pèlerinage au lac sacré, et si chacun d'entre eux a lancé 5 bibelots d'or au fond du lac, en hommage rituel, 50 millions de ces objets se trouveraient au fond mélangés à la vase, soit la valeur de 300 millions de dollars à l'époque. Cela vaut la peine d'y aller voir. C'est donc Humboldt, savant désintéressé s'il en fut, qui donnera le signal de la prospection industrielle du lac, devenu un vaste chantier. Il l'étendra au lac Seicha, proche de Guatavita. La première découverte sera plus intéressante par sa référence historique que pour sa valeur intrinsèque. Une figurine représentant un groupe de personnages entourant un chef doré et ramant sur un lac. Elle mesure 9,5 cm de diamètre et pèse 260 grammes. La prise est modeste, mais c'est la première fois qu'on voit, enfin, l'homme doré se préparant à l'offrande propiatoire. Comme à l'époque des conquistadors, des expéditions se montent et des sociétés se fondent pour l'exploitation de l'Eldorado. En 1900, c'est une société franco-anglaise, dont les actions sont cotées en bourse, qui se fixe pour objectif de vider entièrement le lac Guatavita. Elle tombe en faillite en 1912. Une compagnie anglaise arrive en Colombie avec un capital de 30 000 livres. Elle se propose de pomper entièrement le Guatavita. Son matériel est hautement perfectionné de sorte qu'après quelques semaines, on touche le fond. Constitué par une boue épaisse et noirâtre, c'est le cratère d'un volcan éteint où stagne une nappe d'eau. Sur les parois du cratère, des objets d'or se mêlent à la boue. Il fait une chaleur écrasante. On remet au lendemain la suite des travaux. Quand le jour se lève, c'est la déception. Les pentes du cratère sont solidifiées comme du ciment. Les ingénieurs arrivent à gratter un peu d'or, représentant la valeur de 10 000 dollars, pour 160 000 de frais d'expédition. Les dragues sont abandonnées autour du lac, encore un rêve évanoui. Un mythe, un lac, un roi, sans doute les trois. Mais un mythe dont les hommes d'aujourd'hui ont fait une réalité. Réalité pour les savants et les anthropologues comme Alain Gerbrandt, qui entre 1948 et 50 rencontrera les Marie Quitares et les Gaharibos dans la Serra Parima, mais non le lac. Réalité pour les prospecteurs modernes de platine, d'argent et d'émeraude en Colombie. Réalité pour les chercheurs d'or, de bauxite et de manganèse en Guyane. Réalité surtout pour le Venezuela qui, en 1950, est le premier exportateur mondial de pétrole, l'or noir du XXe siècle.